Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun, le balado pour contrer l'individualisme et proposer une solution concrète, les communs. Chaque semaine, je reçois une personne dont le récit m'a inspirée et qui présentera un commun, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Parce qu'un monde meilleur, ça existe déjà. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour le tout premier épisode de Raconte-moi un commun. Il y aura un nouvel épisode tous les lundis, pendant tout l'automne, axé chaque fois sur une personne inspirante qui présentera un commun. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous sans invité, pour vous faire l'introduction du balado. Ça fait 5 fois que je réenregistre cet épisode, parce que j'ai toujours l'air d'être en train de donner un cours, alors que j'ai vraiment envie que ça soit doux et authentique. Donc là, j'espère que c'est mon dernier enregistrement. Ma sœur m'a dit que j'avais le droit de boire de l'eau pendant que je vous parle, donc je vais faire ça maintenant, en fait. C'est une technique pour avoir l'air authentique et que vous vous sentiez proche de moi. Voilà. Dans les derniers mois, j'ai été à la rencontre de gens formidables qui m'ont partagé des récits porteurs d'espoir et de joie. J'ai rencontré des gens qui s'organisent ensemble pour se rendre la vie plus facile, plus belle. Des gens qui prouvent que l'individualisme n'est pas le seul modèle possible. Donc, les histoires que je m'apprête à vous transmettre dans les prochaines semaines, elles sont variées, multiples, chacune est unique, mais ce qui les relie, c'est la philosophie qu'elles incarnent, parce que ces groupes-là, ces projets-là que je vais vous présenter, on les appelle des communs. Je vais vous donner la définition des communs pour commencer. C'est un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui vont mettre en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Souvent, ces personnes qui s'unissent, c'est parce que soit elles ont un besoin en commun, parfois c'est parce qu'elles ont vécu un manque, parfois c'est qu'elles font face à un problème. Puis, plutôt que de rester chacune dans leur coin toute seule et de baisser les bras, ces personnes-là choisissent de faire quelque chose, de s'organiser collectivement, donc de profiter de la force du nombre pour répondre à ce besoin, pour décider ensemble. Ça peut être quelque chose de très gros, par exemple, des gens qui se sentent seuls, peut-être des personnes âgées, qui sont isolées chacune de leur côté, qui vont décider d'acheter un bâtiment tous ensemble pour vivre en communauté et qui vont partager un jardin, qui vont cuisiner ensemble, qui vont prendre des repas ensemble parfois. Mais ça peut aussi être à petite échelle. Par exemple, des voisins qui vont s'organiser pour avoir un cabanon dans lequel on met une tondeuse, je sais pas. J'ai pas d'autres exemples. Je vis pas en banlieue, là. J'ai pas d'éléments qui vont dans un cabanon. Mais si je me rappelle quand j'étais jeune et que j'habitais en banlieue, un râteau, voilà, une pelle, une brouette. Bref, toutes sortes d'éléments qui vont rassembler dans un cabanon pour que tout le monde puisse y accéder et les partager, au lieu de devoir en acheter 10 ou 15. Ça paraît souvent utopique, mais c'est bien réel. Mais avant de vous expliquer plus en détail ma vision des communs, je vais me présenter. Parce que qui suis-je pour demander à des gens de me raconter leur histoire pour créer un balado? Donc, voilà, j'ai 28 ans. La première fois que j'ai entendu parler des communs, il y a 4 ou 5 ans, je commençais mon baccalauréat en droit. Je suis arrivée en droit au milieu de la vingtaine parce que j'avais envie de prendre soin des autres et de défendre des valeurs de justice. Je dois vous avouer que la désillusion a été forte en réalisant que le droit échappe pas du tout aux inégalités qui existent ailleurs, aux inégalités qui sont propres au système capitaliste. Comme dans tous les domaines, les rapports de force sont liés aux rapports économiques. Donc aujourd'hui, je suis avocate, mais ce balado a rien de juridique et je le fais vraiment en parallèle, pour moi, parce que ça me tient à cœur. Donc, je le précise, il n'y aura pas du tout quoi que ce soit d'avis ou de conseils. Ce balado n'est pas un avis juridique, pour le dire très clairement. Quand j'ai entendu parler des communs, j'étais donc en droit. Et un jour, mon ami Alex m'envoie un article qui décrit les communs. Je lis ça, je trouve ça super intéressant, ça me semble chouette. Je comprends quasiment rien, en fait.
C'était super scientifique, super académique et j'avais comme l'impression de lire quelque chose de très évident, là, c'est-à-dire des humains qui prennent soin les uns des autres et qui font des choses ensemble. Mais l'article en question était écrit de manière vraiment complexe. Donc là, mon ami Alex m'a donné un exemple, en fait, pour que je comprenne vraiment bien. Mais j'ai envie de vous le raconter aussi, pour que ce soit peut-être votre premier commun, si vous en avez jamais entendu parler. C'est l'histoire d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre Vallée, qui est situé au cœur de Rome et qui est le plus vieux théâtre de la ville. Il a été bâti en 1727. Dans les années 1970, un organisme public est chargé de gérer le théâtre. Donc, sa mission, c'est de permettre un accès à la culture pour le public et de soutenir les artistes contemporains, sauf qu'en 2010, le gouvernement italien dissout cet organisme. Là, le théâtre est menacé d'être vendu à des acteurs privés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique toute une logique commerciale parce que on va vouloir peut-être privilégier des spectacles rentables, donc ne pas laisser la place à des artistes moins connus, des artistes émergents, augmenter le prix des billets pour faire du profit, abolir les événements gratuits probablement. Ça peut aussi venir avec moins de protection sociale pour les artistes qui travaillent dans le théâtre. Il y avait aussi des risques liés au bâtiment lui-même, parce qu'avec la vente du théâtre, qui avait quand même quasiment 3 siècles, on risquait la spéculation immobilière, le détournement du lieu pour en faire un hôtel de luxe. Tout ça fait en sorte qu'en 2011, le milieu artistique s'organise et des artistes, des citoyens, des militants vont occuper le théâtre pour contester la privatisation du lieu. Pendant 3 ans, les occupants vont ouvrir les portes du théâtre au public avec une programmation continue de spectacles, de lectures, de concerts, de projections de films, souvent à prix très modique, voire gratuitement. Il y a même eu des débats qui étaient organisés, des conférences, des discussions. Bref, c'était vraiment foisonnant. Puis, surtout, ce qui finalement en fait un commun, c'est que les occupants qui ont organisé tout ça le font d'une manière autogérée. On n'est pas dans une hiérarchie là, avec une pyramide où tu as quelqu'un en haut qui donne des ordres à des gens qui exécutent. On est vraiment tous sur un pied d'égalité. Et les occupants du théâtre mettent sur pied des assemblées où chacun peut participer aux décisions. Ils vont utiliser les salles et les loges pour faire des réunions. Puis, au-delà de la prise de décision ensemble, l'autre aspect qui en fait un commun, c'est l'aspect social de la chose. C'est une occupation joyeuse. Les gens s'organisent pour faire la cuisine, trouver du matériel nécessaire pour le spectacle, partager des repas. Puis, c'est des gens de tous les milieux qui sont là. Il y avait du milieu artistique, oui, mais il y a aussi des juristes qui s'intéressent à la préservation du lieu, des militants, des gens du quartier qui aimaient le théâtre et qui veulent pas que ce théâtre disparaisse. Donc, toute cette belle occupation-là, elle dure 3 ans jusqu'en 2014. Et le 10 août 2014, la police débarque, tôt le matin, et elle expulse tout le monde. Ça a été la fin de ce commun. La municipalité de Rome a réintégré la gestion publique du théâtre. Donc finalement, ça n'a pas été vendu aux acteurs privés. Mais ça a tout de même été la fin du commun. Ce qui est intéressant et ce que j'ai vraiment envie de noter avec insistance, c'est le fait que ça s'est pas terminé parce que ça marchait pas. Il y a pas eu de la chicane, des conflits, un manque de gestion, mais ça s'est terminé parce que la ville y a mis fin par la force. Donc, ça reste un exemple qui demeure une expérience fondatrice du mouvement des communs en Italie et qui démontre la possibilité que des gens de différents milieux collaborent ensemble contre l'idéologie capitaliste. J'ai un cheveu dans la bouche. Ça, je le coupe pas au montage, comme ça, c'est très authentique. Ce que je trouve incroyable, c'est que à cette époque-là, il y a eu tellement de communs en même temps en Italie que les intellectuels, les gens des universités, les juristes se sont mis à s'y intéresser. Il y a des litiges sur le droit de l'environnement, sur le patrimoine culturel, dans lesquels des juges se sont mis à évoquer les biens communs. La ville de Naples, à travers des règlements municipaux, a reconnu certains lieux autogérés comme étant des communs urbains en défendant la participation citoyenne et les droits constitutionnels.
En 2014, la ville de Bologne a adopté aussi un règlement municipal qui permettait aux citoyens d'adopter et de gérer collectivement des biens publics comme des places, des jardins, des bâtiments. Donc, ça a vraiment pris des proportions super importantes, même qu'en 2021, il me semble, la Constitution italienne a été réformée. Bon, on n'a pas reconnu les biens communs, mais on a ajouté par contre dans les droits constitutionnels la protection de l'environnement, de la biodiversité et des écosystèmes. Et cette réforme-là faisait vraiment suite à tout le mouvement social d'une grande ampleur des communs. Pourquoi je le nomme l'exemple de l'Italie? C'est vraiment parce que on a parfois l'impression qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on ne peut pas vraiment faire bouger les choses, qu'on peut rien faire. Et donc, je trouve que l'exemple de l'Italie, c'est une belle illustration de ce qu'on peut accomplir par la force du nombre, en fait. Puis, l'histoire de ce commun en Italie, du théâtre Vallée, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a donné tellement d'espoir. Ça m'a tellement touchée de voir que même quand quelque chose semble inévitable et qu'on est tellement impuissant qu'on fait rien, ben c'est encore possible de faire quelque chose, pour le dire comme ça. Les gens à Rome auraient très bien pu se dire « Bon, on perd un super bâtiment, c'est dommage, mais on peut rien faire. » Ils sont pas restés chacun dans leur coin à baisser les bras. Ils se sont rassemblés, puis ils ont lutté ensemble. Soudainement, c'est comme si j'avais mis des lunettes différentes pour voir le monde. En découvrant des manières de s'organiser ensemble qui mettaient l'accent sur les valeurs que j'avais au fond de moi, en fait. L'entraide, le soin des autres, l'écoute, la solidarité. Lire sur les communs aussi, dans des articles scientifiques comme ça, dans des articles d'université qui mettaient vraiment de l'avant ces valeurs-là, ça m'a aussi fait sentir légitime dans le fait d'avoir ces valeurs. Parce que toute ma vie, on m'a tellement dit que j'étais naïve, que le monde n'était que concurrence, que j'allais me faire avaler par la vraie vie, entre guillemets, donc, bref, que j'étais trop sensible. Puis ces valeurs qu'on retrouve dans les communs, j'avais vraiment l'impression que c'était des valeurs jugées féminines dans un monde d'hommes. Et clairement que le capitalisme ne valorise pas ces choses-là non plus. Le capitalisme met en avant la compétition, la performance et va valoriser des choses qui rapportent des sous. Moi, si j'appelle ma sœur au téléphone pour prendre soin d'elle, pour lui donner de mon temps, ça rapporte pas d'argent à personne. Offrir mon aide, mon temps à mes amis, ça non plus. Mais pourtant, ces choses-là, elles ont tellement une place importante dans nos vies, tellement plus de valeur que les choses qu'on peut acheter. Au début de l'épisode, je vous ai dit que les communs, c'est un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide, de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Cet aspect-là de prendre les décisions ensemble, donc de permettre à chacun de faire entendre sa voix, c'est super important et c'est ça qui distingue les communs du bénévolat, par exemple. Parce que oui, dans les deux cas, souvent, on s'implique dans notre communauté sans être rémunéré. Si dans une association, on partage les ressources et les bénévoles prennent les décisions dans un esprit de collaboration, alors on est probablement dans un commun. En revanche, si les bénévoles n'ont pas leur mot à dire et exécutent des tâches à la manière d'employés dans une entreprise qui serait juste pas rémunérée, ben là, on est loin du commun. Donc, dans les communs, je le disais, on a des valeurs d'entraide, de solidarité, qui fait que tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Et ça, concrètement, ça fait une très grosse différence avec les entreprises qu'on voit d'habitude. Et je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ça. Dans mon premier exemple, on a une ferme agricole avec un patron, souvent à la tête d'une grande entreprise qui détient plein de terres. C'est une entreprise capitaliste habituelle. Donc, on a des employés qui sont payés un salaire fixe, souvent très peu, pour travailler la terre, y mettre des heures d'effort chaque jour, qui ont des conditions d'emploi souvent difficiles. Puis ensuite, le produit des récoltes, les fruits, les légumes, les produits céréaliers sont mis sur le marché, qui sont souvent spéculatifs, donc à la bourse, et ça va être vendu avec un gros profit. Ce profit-là ne s'en va pas dans les poches des travailleurs, il s'en va dans les poches du patron. Les fruits, légumes, blé, etc. ont été vendus selon le prix du marché,
donc selon l'offre et la demande, pour être consommé à des centaines, voire des milliers de kilomètres de là. Mon exemple est super simplifié, mais je veux surtout le nommer pour montrer la différence avec les communs. Parce que là, mon deuxième exemple de commun, qui est aussi une ferme agricole, qui serait par contre détenue par tous les membres. Donc les personnes à qui appartiennent la ferme travaillent également sur la ferme, en coopérative par exemple. Peut-être que ce sont des gens qui vivent dans le même village, qui ont réalisé que l'épicerie la plus proche était à 45 minutes de route et que c'était un peu ridicule d'être entouré de champs sans faire soi-même ses récoltes. Donc, les gens vont se mettre ensemble autour d'une terre. Chacun va travailler la terre avec un horaire pour s'entraider, pour que tout le monde y mette quelques heures par semaine. C'est une corvée, oui, mais c'est aussi un moment social parce qu'on fait ça en groupe, en communauté. Donc, par exemple, si moi j'étais dans ce commun-là, que je suis en train d'inventer de toutes pièces, mais c'est un exemple, si moi j'y étais, peut-être que j'irais faire mes heures de corvée le dimanche matin en même temps que mes amis. Comme ça, en plus, on peut discuter, on peut passer du temps ensemble, partager cet effort-là et cette fierté-là aussi de créer quelque chose avec nos mains dans la terre. Puis, par la suite, les fruits et les légumes ou le blé est divisé entre les personnes qui se sont impliquées dans la terre après la récolte. C'est pas vendu à un prix plus cher, ça ne voyage pas à des centaines ou des milliers de kilomètres, c'est consommé sur place. Dans mes deux exemples, c'est la même activité, c'est une ferme agricole. Mais il y a un monde de différence entre les deux. Je bois de l'eau. Les valeurs d'entraide et de solidarité dans les communs, elles sont vraiment incarnées. On les observe parce que chacun est traité d'une manière égale aux autres, parce que chacun donne autant qu'il peut selon ses capacités. Puis, je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus dès le premier épisode de ce balado. Les communs, c'est pas inventé par des universitaires qui se seraient dit un jour ah tiens, ce serait chouette que ça existe des gens qui s'organisent ensemble en protégeant une ressource qui n'appartient ni à l'État ni au privé, avec des règles pour prendre les décisions en incluant tout le monde. Ça n'a pas été inventé par les universitaires parce que ça existait déjà. Les communs, on les observe partout dans le monde, à travers les époques, sous 1001 formes, selon 1001 coutumes. Ce que des chercheurs ont observé, c'est que peu importe comment ces exemples-là, à travers le monde, nomment ce qu'ils sont en train de faire, l'adjectif commun revenait tout le temps sous une forme ou une autre. On voulait avoir une terre en commun, l'eau comme bien commun, faire commun ensemble. Donc le mot est resté. Dans les prochains épisodes, inquiétez-vous pas, on va pas se contenter de décrire de manière technique et super intellectuelle les différents projets que les invités vont présenter. Pas du tout. Ce dont on va parler, c'est de nous, des humains derrière les projets, de nos aspirations, nos valeurs, nos rêves, de notre quête de sens aussi, qui est loin d'être individuelle, elle est collective. Je suis pas journaliste, ni sociologue. En fait, ces entrevues, elles sont parties d'une envie de raconter des histoires qui, moi, m'avaient touchée dans mon cœur. Et cette initiative personnelle s'est transformée en quelque chose de collectif à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai connecté. Ça part vraiment d'une démarche personnelle. J'avais besoin de m'autoriser ça, de ne pas m'imposer une approche purement rationnelle des communs. J'ai longtemps fait ça. Dans mes recherches sur les communs, je suis restée dans la théorie, mais rapidement, je me suis lassée. Je suivais la manière habituelle de faire de la méthodologie dans le monde académique, c'est-à-dire en me concentrant sur le rationnel, le concret, le quantifiable, mais je me sentais à des années-lumière des émotions qui m'habitent chaque fois que je parle des communs. Puis en réalité, j'avais pas envie de les décortiquer ou de les étudier pour en extraire des savoirs scientifiques. J'avais juste envie de les apprécier, de les vivre, de les raconter, en espérant qu'ils en inspirent d'autres autant qu'ils m'inspirent moi. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait rationaliser tout ce qui éveille en nous de la joie? Je tente pas de comprendre pourquoi j'aime les fraises. Pourquoi est-ce que je questionnerais mon intérêt des communs? Parce que pour moi, les communs, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est la curiosité, l'amitié, c'est la vulnérabilité aussi, l'ouverture. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce balado,
Les communs, c'est quelque chose finalement de très naturel. Les humains, on est des êtres grégaires, on a besoin les uns des autres. Mais on a aussi tendance à l'oublier, parce que notre système économique favorise l'individualisme plutôt que le partage. C'est beaucoup plus rentable que tous les gens dans mon immeuble possèdent une perceuse, plutôt qu'on en ait une ou deux pour tout le monde et qu'on l'utilise au besoin. Je sais pas pour vous, mais ma perceuse, je dois l'utiliser 3 fois par année au grand maximum. Il y a quelque chose de tellement ridicule dans l'idée de ne pas se parler et d'accumuler comme ça des objets chacun de notre côté qu'on n'utilise presque jamais, alors qu'on gagnerait tous et on économiserait tous à se parler et à s'organiser un petit peu mieux. Donc, si je pouvais résumer dans mes mots les communs, c'est d'abord et avant tout des gens qui s'organisent les uns avec les autres, qui créent des relations ensemble, qui prennent soin les uns des autres, qui s'écoutent, qui se laissent la place de décider ensemble, d'écouter ce que les autres ont à dire, les idées que les autres ont à amener pour le projet. Avec mon ami Alex, dès qu'on a discuté de communs en Italie, on a voulu en trouver d'autres. On voulait savoir, ils étaient où les communs? Pas juste en Italie, ici, au Québec. Et c'est là qu'on a rencontré notre plus grosse difficulté. Parce que quand on s'est tourné vers des exemples de communs au Québec, on en trouvait vraiment très, très peu. On cherchait des lieux qui appartenaient ni à l'État ni au privé. On cherchait des communs, en fait, en se concentrant sur l'endroit, l'espace, la ressource en elle-même, puis en évaluant sa qualification juridique. OK, est-ce que c'est de la propriété privée, publique, ou alors est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Et je vous le dis, bonne chance pour en trouver. Ça demeure en pratique très, très restreint malgré toute la bonne volonté des gens qui souhaiteraient créer ça. Puis un jour, dans les mois, dans les années qui ont suivi, à travers une discussion avec mon amie Marie-Soleil Lallier, elle m'a sorti une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit « Des communs purs, Stella, ça n'existe pas dans une société capitaliste. » Et là, pour moi, c'est comme si tout avait enfin débloqué. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, c'est qu'on a beau avoir les meilleures intentions pour faire des communs, on se heurte toujours aux contraintes du système économique dans lequel on vit. Ça, je l'ai vu beaucoup en rencontrant des gens qui faisaient des communs. Même si leur pratique était vraiment dans la lignée des communs, c'était pas forcément des ressources qui étaient complètement hors marché. Les terres agricoles appartenaient quand même à des personnes, à des acteurs privés. Les lieux, les forêts protégées appartenaient quand même à l'État. Mais grâce à ma discussion avec Marie-Soleil, je suis sortie de la définition très puriste, académique des communs pour revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel qui m'avait interpellée depuis le début, en fait. Les communs, d'abord et avant tout, ce sont des liens créés entre des gens qui s'organisent ensemble. Marie-Soleil m'avait dit, l'important, c'est pas comment la ressource est mise en commun. L'important, ce sont les pratiques de commoning, c'est-à-dire la manière dont les gens, les membres du groupe, coopèrent, se solidarisent, résistent aux logiques capitalistes, partagent leur savoir, leur expérience, définissent ensemble la manière dont ils vont gérer leurs ressources, régler leurs conflits. Cette intention-là, elle est plus forte que tout. Et finalement, c'est quelque chose qui touche à notre humanité même, à la manière dont on veut incarner nos valeurs, l'orientation qu'on veut donner à notre vie, la posture qu'on veut défendre en société. Le partage et la solidarité, c'est pas juste de la poésie, là, c'est politique. C'est ça qui permet de se serrer les coudes quand les temps sont durs, de faire front ensemble, d'avoir un filet pour nous rattraper quand on a besoin d'aide. On a l'impression que c'est quelque chose d'une autre époque, comme si c'était seulement possible dans la vie de village au début du siècle dernier. Mais c'est faux, c'est un choix qu'on fait tous et toutes. Là, je vais adresser un des commentaires que je reçois le plus quand je parle des communs, la chose qu'on me nomme chaque fois, la question du conflit. En évoluant en groupe, évidemment, il y aura du conflit. C'est un sujet que j'ai abordé dans toutes mes entrevues, donc je vous rassure, on en parle. Si ça vous intrigue, ce sera fait. On verra dans les prochaines semaines que le fait d'être en désaccord avec les autres, c'est pas forcément négatif. Ça peut aussi être synonyme de travail sur soi, de croissance, de réconciliation, et qu'on en ressort finalement plus grand que quand on a commencé. C'est ça l'intention derrière ce balado. C'est partager des histoires inspirantes pour donner l'élan d'agir, de connecter,
Donner aussi, j'espère, humblement, le courage de refuser l'individualisme, de refuser la concurrence, la compétition, le mépris, la haine, d'avoir le courage aussi de se l'admettre si on est malheureux, si notre boulot seul ne nous nourrit pas, ne nous comble pas, de pouvoir se le dire si l'accumulation des richesses et des choses n'a pas comblé le vide en nous, si la course effrénée au succès, au fait de gravir les échelons, ne nous a finalement pas amenés très loin. Et là, si vous m'écoutez et que vous vous dites « Ben moi, le capitalisme me va très bien, je suis très heureux, j'ai pas de problème », je tiens à nommer le fait qu'on est dans un système où les succès et les privilèges des uns se bâtissent sur la précarité et l'exclusion des autres. Je l'ai nommé dans mon exemple de terre agricole avec l'exploitation des travailleurs. Ça peut aussi être le fait que les vêtements qu'on achète moins cher pendant les soldes sont fabriqués par des enfants à l'autre bout du monde. Les exemples sont multiples et c'est trop facile de dire « Oui, mais le monde va ainsi. C'est comme ça que les choses se font, ça a toujours été comme ça. » Les gens prétendent parfois qu'on est d'une nature humaine méfiante, en concurrence, en lutte constante avec les autres. Mais je vais vous dire une chose, si ça c'était vrai, l'humain n'aurait jamais survécu à travers les époques. Il a fallu qu'on s'appuie les uns sur les autres pendant des périodes de famine, des périodes de guerre, pendant des crises économiques. Et le pouvoir de la communauté, de la confiance, de la collaboration, c'est ça qui nous propulse. On pense avoir besoin de personne jusqu'au jour où tout s'effondre autour de nous. Et ça, c'est même si on est riche, même si on a la voiture de l'année, mais c'est faux de dire qu'on a besoin de personne ou qu'on s'en est sorti tout seul. Peu importe qui on souffre de la crise de l'individualisme. Parce que l'individualisme nous pousse à croire qu'on peut s'accomplir tout seul. Mais on a besoin d'être compris, d'être entouré, d'être relié aux autres. Puis, quand on s'enferme dans le chacun pour soi, on s'éloigne de ce qui nous rend vraiment vivants, c'est-à-dire le fait d'être ensemble. Et c'est un isolement qui pèse très lourd sur notre santé mentale. Je pense que je parle pas seulement en mon nom, mais que ça concerne évidemment beaucoup plus de personnes que seulement moi. Quand on est constamment renvoyé à l'idée qu'il faut s'en sortir tout seul, la solitude, elle devient un poids. Ça vient nourrir notre anxiété, notre fatigue, ça mène parfois à la dépression. Le pire là-dedans, c'est que on se fait même responsabiliser pour notre malheur, comme si c'était notre faute. C'est à nous d'aller nous aider, c'est à nous d'aller chercher des livres de développement personnel et de faire notre thérapie dans notre coin et de travailler sur nos émotions. Mais il faut aller plus loin que ça parce que ce malaise, il est largement collectif. Il vient d'un système qui fragilise les solidarités qu'on peut avoir entre nous et qui fait passer la vulnérabilité pour une faiblesse individuelle. Les repères collectifs qu'on avait, qui nous apaisaient, donc la famille élargie, les voisins par exemple, les lieux dans la ville ou dans le village où on pouvait se retrouver en groupe et tous se parler, ces repères-là se sont effrités. Et avec eux, s'est effrité aussi le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Mais notre équilibre psychologique dépend justement de ces liens avec les autres, le fait de savoir qu'on peut compter sur les autres, qu'on n'est pas seul à traverser les hauts et les bas, puis faire partie des groupes qui ne sont pas notre noyau familial, qui ne sont pas notre lieu de travail, mais des groupes au-delà de tout ça. Mais c'est important pour sentir qu'on est plus que notre emploi ou que notre rôle dans la famille. Et cette crise de l'individualisme, elle sort pas de nulle part. Ça fait des décennies qu'on nous répète que la liberté, c'est la réussite personnelle. C'est avoir de l'argent et consommer. C'est le fait de se débrouiller seul. Mais cette logique-là, qui nous vient du capitalisme, a des conséquences graves parce que on se retrouve plus connecté que jamais par les écrans, oui, mais on est plus isolé dans nos vies quotidiennes. Il y a un décalage entre ce qu'on nous vend, c'est-à-dire l'autonomie à tout prix, être seul, et ce dont on a réellement besoin, c'est-à-dire des relations solides, de la confiance, du soin. Au printemps, il n'y avait pas encore les feuilles dans les arbres, il faisait très gris dehors, et j'étais encore dans ma dépression saisonnière hivernale, je pense. Et de ce sentiment-là est né vraiment un grand désir de retrouver le soleil, de retrouver la joie, de retrouver les histoires qui font du bien. Et c'est de
de là qu'en fait est née l'idée du projet de balado. En avril dernier, je me suis mise à envoyer des courriels à des gens dont les histoires m'inspiraient. Je proposais déjà un premier appel pour qu'on fasse connaissance, pour décider si on voulait enregistrer ensemble. C'est là que j'essayais de répondre pour moi-même à la grande question. OK, la personne a l'air super cool, le projet, le collectif qu'elle me décrit aussi, mais est-ce que c'est un commun? Est-ce que je l'inclus dans mon balado? Là, je le rappelle, je crois pas que ça existe un commun pur dans une société capitaliste. Donc, que le collectif soit un groupe informel, une association, une OBNL ou une entreprise, pour moi, c'est pas ça qui me donnait d'éléments de réponse. Ce qui était très clair à mes yeux, c'est qu'il fallait creuser à travers la conversation pour essayer de voir si des éléments des communs étaient présents. Par exemple, quand c'était une coopérative avec un conseil d'administration, la question que je posais, c'était « Comment est-ce que vous prenez les décisions? Est-ce que c'est le CA qui décide pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez mis sur pied des moyens en parallèle pour s'assurer que tout le monde est entendu? » Souvent, je posais la question dans mes appels « Comment est-ce que vous gérez les conflits? Qui fournit les ressources? Comment vous prenez soin les uns des autres? » Puis, pour moi, bien honnêtement, ça ne m'intéresse pas de m'obstiner sur quelle manière de faire les communs sont purs et lesquels ne le sont pas. C'est pas ça mon objectif. Les communs, avant tout, c'est des liens qui sont tissés entre les gens. C'est des rencontres qui mènent à des relations de partage, d'entraide, de solidarité, à contre-courant de l'individualisme. C'est des gens qui se rassemblent pour répondre à un besoin ou à une aspiration, puis ça peut être juste le besoin d'avoir une communauté, mais ça peut être aussi le besoin de se nourrir, de se loger, de créer de l'art. Et au lieu d'adopter une structure hiérarchique, au lieu de reproduire un système marchand où on a des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre, ces gens-là choisissent de s'organiser autrement. Donc, j'ai abordé ces personnes-là avec un courriel. J'avais envie de créer un balado qui n'existait pas encore, qui n'avait pas encore de nom, mais que s'ils me faisaient confiance, j'avais le goût d'aller chez eux et de les enregistrer pour qu'ils me partagent leur histoire et qu'éventuellement ce balado-là voit le jour. Qu'on fasse pas juste se rencontrer pendant 1 heure pour enregistrer un épisode, mais qu'on passe un petit peu plus de temps ensemble pour vraiment entrer en relation, créer un lien, d'une manière à ce que je puisse comprendre qui ces personnes-là sont. Je voulais vraiment tisser un lien avant d'enregistrer avec ces personnes-là, parce que je voulais que les entrevues soient chaleureuses, personnelles, puis je voulais vraiment faire ressortir ce qui, dans les communs, apporte de la joie à ceux, à celles qui les font. Donc, pour que tout ça fonctionne, je me suis déplacée chez les gens qui m'ont accueillie chez eux pour 1 ou 2 nuits et j'ai passé du temps avec eux. J'ai passé du temps sur la ferme si c'était une ferme, dans le cohabitat quand c'était un cohabitat. En gros, j'ai vraiment voulu prendre part à la communauté, tisser des liens avec les personnes, avoir des conversations, surtout hors micro. Donc, j'enregistrais pas dès le début. Quand j'arrivais, on faisait connaissance, on passait un après-midi, une soirée ensemble, parce que j'avais cette hypothèse-là de me dire, si je reste dormir chez les gens et que vers, 20 heures, on se fait de la tisane, on est dans le salon, puis on discute sans micro, sans enregistrement, qu'on apprend à se connaître, il y a quelque chose qui peut émerger. Il y a comme une forme de confiance qui peut se développer dans cette espèce de moment d'intimité-là. J'ai vécu vraiment un été extraordinaire à me promener. J'étais 2 jours dans un endroit, 2 jours dans l'autre, puis j'ai fait des super belles rencontres. Ça m'a permis de revenir à une espèce de truc un peu essentiel qu'on partage peut-être tous et toutes, qui est cette idée de dire comment est-ce qu'on peut vivre une vie qui soit bonne? Comment est-ce qu'on peut se sentir bien? Comment est-ce qu'on peut être heureux d'une manière qui passe par le soin déjà de soi-même, le soin des autres, le soin de la communauté? Et il y avait aussi cette espèce de philosophie partagée de dire, ensemble, on peut faire plus, on peut accomplir plus, on peut aller plus loin. Les actualités sont tellement angoissantes. Personnellement, j'ai arrêté de les lire, en fait, depuis quelques mois. Je reste quand même très au courant de tout ce qui se passe parce que, mes collègues m'en parlent, mes amis m'en parlent. Mais j'ai arrêté de les lire parce que ça me pesait tellement lourd que, en fait, c'était mauvais pour ma santé mentale. Donc, j'ai pris une pause et
Je vous dis ça parce que si vous vous sentez comme ça, vous aussi, si vous vous sentez impuissant, désemparé, je comprends. On se sent tellement impuissant, on a tellement l'habitude d'être individualiste que ce mal-être-là, on le vit tout seul, chacun de notre côté, puis on se blâme pour notre désespoir. Et ce qui est dangereux, c'est qu'avec cette impuissance vient aussi une absence d'action, parce qu'on se dit, mais qui suis-je tout seul pour inverser la tendance des choses, pour faire quoi que ce soit? Il y a une phrase qui est très connue, là, je ne l'invente pas, mais qui dit « C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. » Donc, on se sent pas très bien et on aimerait que les choses changent et qu'elles soient mieux, mais on a l'impression qu'on n'a pas les outils pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que la clé, c'est pas d'essayer seul de renverser quoi que ce soit. Peut-être que la solution, plutôt, c'est de bâtir, en parallèle du système, malgré le système, de bâtir des réseaux collectifs où on réinvente les manières de faire. Parce qu'à l'échelle du monde, on est des fourmis, oui, mais dans nos besoins quotidiens, se nourrir, se loger, entretenir des liens sociaux solides, aimer, être aimé, là, à cette échelle, on est des géants. Puis bien sûr, on n'échappe pas aux contraintes du système, mais le pouvoir qu'on a sur notre quotidien, sur notre communauté, on a tendance à l'oublier parce qu'on l'envisage toujours de notre perspective individuelle à nous, alors que ce pouvoir-là, il existe lorsqu'il est collectif. Et mon objectif avec ce balado, c'est de vous raconter comment on peut vivre autrement, en faisant de la place dans notre quotidien pour la communauté, l'amitié, pour des aspirations plus grandes que nous. J'ai vraiment très hâte de lancer les épisodes, de vous faire découvrir la parole de ceux et celles qui vivent autrement, qui habitent le monde d'une autre façon, qui prennent soin, qui tissent des liens, qui trouvent du sens ensemble. À travers les épisodes que vous entendrez, je vous invite à commenter, à réagir, à m'écrire, à me partager comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez entendu. Parce qu'à travers ce balado, ce que j'espère aussi, c'est que si ça vient éveiller quelque chose en vous, si ça vient éveiller une petite flamme, puis qu'on peut s'en parler, puis qu'on peut connecter à travers ça, qu'on peut vivre ce moment de résonance-là, ça sera absolument merveilleux. Donc voilà, c'est mes petits souhaits pour la suite. Je vous remercie pour votre écoute.